Salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. Vous êtes présentement autour de 1300 personnes à écouter chacun des podcasts. Fait un gros merci de votre appui. Merci spéciaux aux gens sur Patreon. Sérieusement, votre support nous aide vraiment à payer le salaire de Frank, qui fait un méga job réellement là, pour tout packager ça, tout retoucher la face à Vincent à chaque épisode pendant 2 heures de temps. Sérieusement, tu sais, c'est pas Non, mais si évident que ça, là. c'est efficace en 2 heures. Il y a juste besoin de 2 heures. C'est Ouais, impressionnant. Moi, j'aurais pensé que c'était du 4 à 5 là. ouais, mais si Aïe, les gens aïe. ils s'abonnent de plus en plus, on va peut-être pouvoir se payer une maquilleuse pour 30. Non, mais à ce stade-là, je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on se prenne un green screen. Comme ça, on peut juste faire comme. Pour ceux qui ont vu, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou Rogue One de Star Wars, où on va mettre des petites balles dans mon visage sur un fond vert. Comme ça, on peut comme créer un faux visage par-dessus. Comme ça, il n'y a personne qui va souffrir à me regarder. Il y a toujours moyen d'écouter juste en audio aussi, hein. Ça vous évite ça vous évite de nous voir la face. Mais Mais même c'est- là, hein, écoute, moi j'ai une face pour la radio puis une voix pour l'écrit. Comme ça, là, Vincent? OK, Yann est rendu Dans Ah non, c'est un l'espace. petit peu too much, ça. dans l'espace. Ouais, moi, je sais pas trop, là, ça me prendrait moi, un fond vert pour être capable de faire ça. Ça ne marche pas non plus là, de mon bord. Hey, j'ai déjà taponné. C'est quand même plus tough qu'on pense, taponner les fonds verts, mais sérieusement, tu vois aussi que la technologie est borderline. J'ai vraiment pas de fond vert, puis on arrive à de quoi de quand même pas si pire. Mais moi aussi, ça m'énerve, inquiétez-vous pas, je vais vous enlever ça. Méchante cochonnerie quand on y pense. Ah, il y a aussi ça, tu peux tout cacher là, en arrière. Là, blur. C'est bien fait de Zoom, pareil, comme petite compagnie qui vaut maintenant plusieurs milliards en bourse, hein. Oui, les fameuses compagnies COVID, hein. Elle coûte 200 pièces, m'a dire une affaire. Un market cap, c'est quoi, 60 milliards de market cap? À coût de subscription de 200 pièces. C'est assez spectaculaire quand on y pense. Ouais, il y a pas mal de monde qui l'utilise gratuit, mais à un moment donné, gratuit, tu t'explores assez vite les limitations de ça, là. Ça Non, fait fait la que c'est ça. job. On était merci sérieusement à ceux qui nous supportent. Ça nous permet de faire vraiment de quoi de bien. Puis merci d'écouter aussi. J'ai fait un sondage sur Twitter qui est quand même assez large, voir combien de mes abonnés Twitter environ qui verraient le sondage, qui ont déjà écouté un podcast complet. Puis c'était quasiment 50%. Fait que j'ai été quand même assez surpris. Fait que non, sérieusement. Des Euh, menteurs. tout le monde, les gens mentent dans les sondages, malgré pas dernière fédérale. Hein, on se rend compte que. D'ailleurs, ton chum Breguet, son modèle, je pense qu'il n'a jamais été aussi précis que ça, là. Ouais, Ah mais oui, solide. Brian, contrairement à d'autres, comme par exemple François Fournier de Québec 125, là, au Canada 338, puis Éric Grenier, Brian utilise vraiment des modèles assez de base euh, qui perd un peu sur la précision des résultats dans les comtés, mais il y a comme une sorte de zone dans laquelle il ne fait pas trop d'extrapolation. Fait que si tu as des changements vraiment étranges d'une élection à l'autre, tu n'as pas de, T'as pas de de surprise, choc hein. trop fort. Ouais. Son modèle est assez modeste, en fait, Ouais. pour éviter les grosses surprises. Fait Mhm. que je te dirais que ça va arriver que Brian prédise moins bien que d'autres. Mais en moyenne, si tu le compares aux autres, quand Brian échoue, il échoue petit. Quand il réussit petit, mais les autres, ils ont comme une grosse variance. Fait que techniquement parlant, Brian est toujours beaucoup plus proche de la vérité. Il y a moins de chances qu'il se trompe massivement. Alors que j'ai vu des affaires comme celui de Canada 338, systématiquement, en fait, je vais regarder présentement juste celui de la Mhm. Nouvelle-Écosse. Quand tu rentres les résultats réels qu'il y a eu, il avait manqué la shot au complet. Je ne me souviens pas si Brian l'avait fait pour l'autre, mais Brian réussit mieux. Je fais la moyenne mobile des sondages. Les Verts étaient prédits à peut-être 3, 3,5. Ils ont fait quoi à 2,5? C'est pas super précis, mais c'est pas atroce. La grosse erreur d'estimation, c'est bien plus du bord de Bernier. Enfin, les sondages le plaçaient. Écoute, la dernière journée, je lis maintenant, là, Mhm. Bernier 9,9, 6, 9,3, 6, 10,3, 6,6. Oh, ouais. Ils sont systématiquement au-dessus du résultat réel. C'est exactement la même chose qui s'est passé la dernière fois pour Bernier. Bernier, moyenne en 2019 avant l'élection, si je remonte en arrière, là, regarde, je fais ça maintenant live on Mhm. the spot. Euh,
Écoute, Bernier, la dernière journée avant l'élection, moyenne des sondages 2019. Écoute, il était pour la dernière journée, 2,7, 3,5, 2,8, 2, Il a fait 1,5. quoi, 1,9 de quoi de Il a même? fait 1,6. Ouais, Fait qu'il y avait 1,6. un sondage, Nanos, qui était proche de la vérité. Sinon, toutes Il les autres. il courtise beaucoup un électorat qui est Qui très vote pas. désabusé. Là. Ouais, c'est C'est probablement l'électorat le plus difficile à motiver à se déplacer. Là. Ouais, mais il y a ça, mais il y a aussi le fait que il y a bien des gens, probablement, puis ça, c'est. Je ne sais pas s'il y en a qui sont conscients de la référence historique que je vais faire, mais en 1988, pendant la campagne de l'élection qui avait mené à la victoire de Brian Mulroney contre, voyons, c'était quoi son nom? John Turner, qui avait été premier ministre pendant comme 30 jours, là, quelque chose comme ça. Ouais. Pendant cette élection-là, tu avais le Reform Party qui perçait dans les provinces de l'Ouest. Ils avaient fait, je pense, 5 regarde sur le site de l'élection de 88. Ils avaient fait 5 en Colombie-Britannique, 15 en Alberta, puis 3 au Manitoba, avec aucun résultat en Saskatchewan et dans les autres provinces. Fait qu'au national, ils avaient 2 ce qui est assez impressionnant. Mais dans les sondages de la campagne, ils arrivaient quand même relativement élevés dans ces provinces-là, mais la réalité, c'est que le jour de l'élection, ils ont été déçus parce que comme l'enjeu était si important, l'accord de libre-échange qui était l'enjeu de la campagne, le résultat a été que bien des gens qui étaient de l'aliénation de l'Ouest, qui étaient fâchés après le centre du Canada, ils ont décidé quand même de rester avec les conservateurs de Mulroney parce que ça évitait que les libéraux reviennent au pouvoir. Dans un cas comme ça, les acteurs ont comme plus choqué qu'autre chose. Fait qu'au final, Bernier a été probablement surestimé parce que probablement bien des gens qui se sont dit j'aime pas les conservateurs, mais j'aime encore moins Trudeau. Puis probablement que je vais aller voter quand même conservateur. Le fameux vote stratégique. Là. Je pense que ça a peut-être eu un effet. On va savoir quand toutes les données vont être rentrées. J'ai l'intention de faire une couple de tests statistiques pour voir qu'est-ce qui a déterminé quoi. Là, au moins pour arriver un peu à du plus sérieux que ce qu'on a entendu dans les panneaux à Radio-Can ou à TVA, parce que les analystes politiques, là, c'est vraiment des bons statisticiens. Ils comprennent parfaitement comment ça fonctionne. Mais sérieusement, c'est une joke. Analyste politique, c'est une joke comme job. Là. C'est n'importe quoi. J'ai pas envie d'en parler. J'ai tellement. Bon, c'est incroyable comment. Ah non, mais ils disent absolument rien. Mais laisse-moi, il y a un point, par contre, que les analystes notaient pas. Puis n'importe lequel des analystes qui a un petit peu de culture historique aurait pu spotter que la minute que l'élection était terminée, il y a un député du Reform des conservateurs qui est mort avant son assermentation, ce qui a fait qu'il y a eu une élection partielle qui devait être convoquée. Cette élection partielle-là, ça avait été dans le comté, j'essaie de retrouver le nom. C'est toujours en 88 là, quand tu parles de ça? Toujours en 88. C'est ça, Beaver River en Alberta. En 88, le conservateur avait gagné avec 41 %, le libéral 19 %, le NPD 19 % aussi, mais la fille du Reform, Deborah Gray, avait fait 12 %. La minute qu'il est mort, le gars, ils ont appelé une élection partielle parce qu'il était mort avant d'être assermenté. On convoqué une élection partielle. Donc, ça se fait tout de suite, ça, dans ce temps-là. Là. Exactement. Mais dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'était que l'enjeu de l'élection autour du libre-échange, que tu votes pour un reform ou que tu votes pour un conservateur, ça ne changeait plus grand-chose. Les conservateurs venaient d'avoir leur majorité à la Chambre. Il n'y a plus d'enjeux nationaux, là. C'est plus local un petit peu. Ben, la fille du Reform est passée de 12 % à 49 %. Les gens qui riaient un peu de Bernier, puis je ne l'ai pas caché que je ne suis pas un fan de Bernier, tout simplement à cause de ma position sur l'immigration. Puis, en tout cas, je n'ai pas envie d'embarquer dans si je l'aime ou si je ne l'aime pas. Là, je vais le dire juste que je ne suis pas un grand fan. Mais la minute que l'enjeu de l'élection nationale présentement est terminé, il suffit
qu'il y a une partielle dans l'Ouest pour que je pense que c'est tout à fait possible que Bernier Oui. puisse se faire élire dans un comté de l'Ouest, particulièrement si c'est au Manitoba ou en Alberta, parce que là, il y aurait une chance de passer très, très solide. Écoute. Tout simplement parce que là, l'enjeu a diminué. La réalité, c'est que les conservateurs ont une base beaucoup plus fragile que ce qu'on réalise. Ben, Donc, présentement, je ne serais pas si, surpris que ça si arrive. François Legault a peur de quelque chose au Québec, c'est justement qu'il y ait une démission avant l'élection. Pensez, il y a une députée Ça me qui était surprend pas. ministre dans le coin de Montmagny, qui est un territoire fertile pour le conservatisme. Elle était dans l'eau chaude, là, vraiment des allégations, pas le fun contre elle, tout ça. On parle de Marie-Ève Proulx? Exact. Ouais. On aurait pu penser que cette femme-là aurait été forcée de démissionner ou qu'elle était assez dans l'eau chaude pour que ça débarque. Mais évidemment, jamais François Legault va servir ça sur un plateau d'argent à Éric Duhaime parce que pour les raisons que tu viens exactement de dire, Éric a plus de chances d'être élu dans un comté lors d'une partielle. Surtout si c'est dans la région, le Grand Québec. Là. Exact, exactement. Ouais. C'est sûr, ouvre une élection partielle demain matin dans la région de Québec. Éric a des grandes chances d'être élu dans une partielle. Au niveau de l'élection générale, c'est vrai que ça va être plus tough parce que malgré que la lutte n'est pas si chaude entre les libéraux et la CAQ, mais ça reste quand même que le vote stratégique va avoir beaucoup plus d'impact dans le choix décisionnel des gens que dans une élection partielle, où est-ce que là, le vote stratégique, il n'y en a carrément pas. Là. C'est vraiment au niveau de la conviction, puis c'est tout. Oui, bien non seulement ça, mais là, surtout que c'est bien mieux, parce que présentement, la seule élection partielle qui se profile à l'horizon, c'est dans mon ancien comté à moi, Marie-Victorin, sur la rive sud de Montréal. À cause de Catherine Fournier. Exactement, qui se présente à la mairie de Longueuil. Si elle gagne, ce qui semble vraisemblable de ce que j'ai compris, ça libère le comté. En fait, je pense qu'elle a déjà démissionné. Je ne suis pas sûr, mais il y a des bonnes chances que l'élection partielle se fasse dans ce comté-là. Mais la réalité, c'est que Marie-Victorin, c'est une forteresse du Parti québécois, historiquement. C'est un des comtés. Ben, elle avait survécu, premièrement, à la dernière élection, ce qui déjà en dit énormément. Mais c'est aussi un comté qui donnait des majorités exceptionnelles au Parti québécois pendant longtemps. Je pense qu'il avait donné une des plus grandes marges de victoire au camp du oui en 1995. Il y a peu de chances qu'Éric Duhaime fasse un résultat qui dépasse je pense 10% je pense pas qu'il reste présenté dans un comté de même. En fait, surtout que la rumeur veut, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est fondé, mais la rumeur veut que ce serait un ancien péquiste qui se présente là, mais pour la CAQ. Écoute, je ne fais pas dans la rumeur, mais la logique, c'est qu'en termes d'incitation politique, Legault a tout à fait avantage à encourager que ça soit. François Legault a tout à fait avantage à encourager que Duhaime aille se faire ridiculiser dans la région de Montréal que de lui donner la chance d'une traction avec un deuxième député. Surtout qu'avec s'il réussit à se faire élire dans une partielle, ça deviendrait presque impossible de justifier son exclusion des débats. Exact. Ce qui est vraiment difficile. Tandis que présentement, avec un turncoat, parce que c'est ça que, mon Dieu, c'est quoi son nom? Claire Sanson. Claire Sanson, c'est ça qu'elle est, un turncoat. Un turncoat, ça ne te donne pas grand-chose en termes d'avantages. En fait, ça donne accès à la tribune de la presse, et c'est pas mal ça. Là. Exactement, mais ça ne confère pas une sorte de droit automatique de participer au débat des chefs, ou du moins à prétendre que tu as une chance sérieuse sur cette base-là. Oui, Mme Fournier n'est pas démissionnée encore. Donc, elle attend le résultat de l'élection. Mais même là, c'est élu en novembre, disons. Avec de novembre, c'est 6 mois, je pense, la loi dit que tu ne peux pas. Bon, 6 mois plus tard, tu as définitivement une élection. Ça nous apporte en mars-avril, si je m'abuse. Donc, ça donne pas mal la chance de déclenchement en mars-avril, donc élection en avril-mai. C'est pas mal clair que Legault veut que ça soit dans Marie-Victorin qu'Éric Duhaime aille se faire casser dents, parce que, soyons honnêtes, regardez les autres partis à l'Assemblée nationale,
c'est difficile pour les autres partis, à l'exception de Québec solidaire, d'avoir de l'attraction. En fait, de ce que j'ai vu du dernier sondage, Québec solidaire est presque à égalité avec les libéraux, si ce n'est pas une quasi-égalité totale. Mais c'est normal. Les deux autres partis, Vincent, ils ont perdu leur raison d'être. Et tu as le PQ qui est là et qui ne parle plus d'indépendance depuis je ne sais pas combien de temps, puis qu'à chaque fois, c'est comme pour dire qu'ils vont le faire, mais qu'ils ne le feront pas sans trop le faire. Puis les libéraux, ben, ils sont devenus anti-libéraux. Fait que je veux dire, à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils trouvent une raison d'être là-dedans. Ben, à base des libéraux, c'était les libéraux, c'était des anti-référendums. Je veux dire, tu arrivais en milieu de campagne puis tu disais les péquistes veulent faire un référendum, c'est un plan caché, puis là, poup, les votes arrivaient. Là, mais on s'entend-tu que. Mais excuse, j'allais dire, Vincent, juste avec que tu continues, on s'entend-tu que si, mettons, les libéraux avaient un chef fort, là, un genre de Jean Charest en ce moment, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le gars, c'est un renard politique, pareil, pas mal plus que Mme Anglade. Là. On s'entend-tu que si lui est chef des libéraux en ce moment, il aurait saisi l'occasion, rêvé de brandir l'épouvantail référendaire, puis tout ça en voyant la montée de lait que Legault a faite sur la question de la journaliste, la question stupide de la journaliste anglophone, puis quand il a dit « on a le devoir de protéger le Québec, la langue française », tout. Un vieux renard politique aurait sauté là-dessus pour se faire mousser parce que justement, ils n'ont que ça comme idée politique en fait, d'être l'anti-Parti québécois. Puis c'était déjà d'ailleurs sa stratégie dans le temps quand il disait que François Legault avait un agenda référendaire caché. Là, rappelez-vous de la fin de Charest, où il faisait peur au monde avec ça. C'est clair que quelqu'un d'un peu politiquement brillant, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est très malsain, en fait, de faire ça, mais c'est clairement le discours qu'il y aurait. Donc, l'autre madame, elle, je ne sais pas, être dans l'éther un peu, là, clairement, elle ne voit pas ça aller. Là. Je ne pense pas que ça fait partie de son discours, là. Mais c'est clair que si les libéraux avaient un chef un peu rusé ou une chef un peu rusée, c'est là où il irait en ce moment. Mais je le dirais comme ça. Premièrement, j'ai toujours dit que le chef n'est pas si important que ce qu'on réalise parce que le chef est lui-même endogène au processus qui mène à son élection. La réalité, c'est que le Parti libéral, pour ceux, là, je vais faire ça bien vite, mais pour ceux qui ont déjà côtoyé des libéraux dans les dernières 10 années, tu avais vraiment des drôles d'amalgames qui se produisaient chez les libéraux. Tu avais des gens qui étaient très, très libre entreprise, très, très libre marché, qui côtoyaient des gens qui votaient ouvertement pour le NPD au fédéral. La force d'unification du Parti libéral, c'était le nom. L'ordre des priorités des électeurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils avaient en commun, ces électeurs-là? Un malaise à l'égard du nationalisme qui venait avec la souveraineté. Mais avec du nationalisme sans souveraineté, c'est facile pour la coalition libérale de s'effondrer. Et ce qui est présentement en train de se faire, c'est qu'en recherche d'identité, le Parti libéral essaie les membres du Parti libéral ont tendance à essayer de choisir un chef qui pourrait peut-être recréer cette majorité. Et l'impression que plusieurs avaient, c'est probablement que de tous les candidats potentiels, Dominique Anglade était la seule qui était capable de recréer un fonds unificateur. Mais ça, c'est dans le fait qu'ils tirent un peu plus dans le bout, qu'ils tirent un peu plus dans le noir. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui domine. Est-ce que c'est juste les gens qui sont particulièrement actifs, qui veulent le discours qu'elle tient, ou est-ce que c'est plus l'électeur médian, ou est-ce que c'est quoi la distance entre les deux, entre l'électeur médian et le militant médian? C'est très difficile à identifier ces éléments-là. C'est pour ça que les partis, souvent, ont des crises, parce qu'il y a tellement d'éléments qui sont juste très, très longs et latents à identifier. Et comme tu peux juste t'ajuster aux 4 ans ou aux 2 ans dans le cas d'une élection minoritaire, mettons, tu n'auras pas la chance de faire grand-chose. Fait que les libéraux, je pense que c'était inévitable la seconde que le Parti québécois mourait ou se mettait à souffrir, qu'eux-mêmes se mettaient à souffrir. Leur identité était presque symbiotique l'un à l'autre. Ouais, avec l'arrivée de Legault, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère? C'est ça l'impression que j'ai du Parti libéral. En fait, ce que les libéraux doivent souhaiter, c'est que le vieux fonds péquiste de Legault ressorte. Parce que ça, c'est ce qui les aiderait le plus à retrouver leur base un peu.
Oui, mais le fond péquiste de Legault, il est toujours là. Non, je sais. Je veux Mais il dire, était bien camouflé. Ben non, il n'est pas bien camouflé. T'as peu. Laisse-moi finir mes phrases, toi. Là. Okay. La réalité, là, c'est que Legault s'est fait élire avec les minivans et les pick-up, en parlant aux familles, en parlant aux entreprises, en parlant d'économie, beaucoup. C'est plus très ça, mal. là. Ouais, mais très nationaliste. Surtout, Yann, moi, je me rappelle très bien de son arrivée en politique à Legault. Il disait les chicanes Québec-Ottawa, c'est fini. Les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Moi, sur le terrain, les gens, ce qui me parlent, c'est d'économie puis d'emploi. Tout ça. Clairement, le gars, depuis qu'il est élu, il ne fait que se chicaner avec le gouvernement fédéral à chaque semaine. Là. Non, mais attends une seconde. Mettons les choses au clair. François Legault, quand il est reparti avec ce message-là, ça a donné l'élection de 2012 où il ne s'est pas du tout rapproché de ce qu'il voulait faire. Donc, François Legault, depuis le début, souffre politiquement, tout simplement parce que quand il essayait de mettre l'emphase sur l'accent, sur les questions économiques. La seule raison qu'il a réussi à gagner, c'est quand il a pris la souveraineté et a pris le nationalisme et le dépourvu de la souveraineté. Et oui, là, il a pris le projet, il a volé le projet à donc, Drainville puis il a enlevé le référendum. C'était une bonne recette. C'est pas mal ça. Mais par contre, ça, ce que ça veut dire, c'est que le Parti québécois, c'était le parti d'une idée. La CAQ, c'est le Parti québécois moins une idée. Ouais. Mais aussi, plus grand-chose. Ce qui arrive, c'est que l'électorat de la CAQ a changé énormément. Les jeunes familles, par exemple, qui votaient pour la CAQ, eux autres, de se faire enlever le droit d'aller au cégep anglophone pour leurs enfants. Il n'y a personne qui aime cette idée-là. Là. Non, en effet. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il antagonise la première base qu'il y a eu, puis bon, peut tomber dans les mesures sanitaires aussi, là, qui ont antagonisé beaucoup de jeunes familles également. Mais la force de François Legault présentement, c'est qu'il a été le seul parti politique depuis très, très, très longtemps à regarder la cohorte du baby boom puis à dire, vous, là, dorénavant, vous allez arrêter de vous diviser en deux. Maintenant, vous allez voter tous ensemble pour le même parti. Parce que les boomers, eux autres, c'était rouge et bleu dans le temps. Ça a jamais été, ça a toujours été bien divisé en deux, cette cohorte-là. Puis, force est d'admettre qu'ils sont tellement nombreux dans la pyramide démographique que quand ils sont divisés en deux, ben, c'est quand même pas si pire pour les autres. Les autres, les X, les Y, peuvent espérer se faire entendre un peu au travers de tout ça. Mais avec François Legault, présentement, cette cohorte-là est complètement unifiée. Fait que là, tu es vraiment dans une... Je suis pas sûr j'aimerais ça voir les chiffres d'appui dans les sondages par groupe d'âge. Je m'admets excessivement sceptique de ta théorie. Mais si on part du principe que le PQ est en baisse constante dans presque tous les sondages et les libéraux aussi, forcément ces gens-là votent pour quelqu'un. Oui, mais une de tes présomptions, Adam, ce serait par exemple que les militants de Québec solidaire sont, par exemple, exclusivement des jeunes, mais la réalité, c'est que je suis prêt à parier que les militants, c'est une chose, mais les votants, non, mais il n'y a pas beaucoup de boomers qui votent pour QS, je pense. Moi, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai la présomption contraire entièrement que même pas le militant médian, le votant médian de Québec solidaire est plus âgé que le votant médian dans la province. Je suis convaincu. Je suis prêt à mettre 50$ sur ça parce que j'ai un peu un scepticisme à l'égard de la thèse de Yann. Mais en même temps, même si Yann a tort, ça ne change pas son point fondamental qui est que la chose qui garde les caquistes 55 ensemble, ans et plus, Vincent. 55 ans et plus. CAQ, 59 dans le sondage. Okay. Parti libéral, 21. Parti québécois, 12. Le reste, c'est 4 pour Québec solidaire, 2 Parti conservateur. OK, ben j'avais tort dans ce cas-là. Mais ce que j'allais dire, c'est que ça ne change pas le point fondamental. La raison que la CAQ domine, c'est que il n'y en a aucun des autres qui est capable de coaliser quoi que ce soit ensemble sans que les éléments de la CAQ qui sont là, qui se disent « j'haïs encore plus l'adversaire que j'aime mes collègues ». 18-34, juste pour le fun, le 18-34, le parti numéro 1 est effectivement Québec solidaire à 35. Non! Oui. Non. OK. Oui. Frank, mes excuses, tu avais 100% raison. Frank a gagné. La CAQ est à 28, Parti libéral est à 13, Parti québécois à 11, Parti conservateur à 8. Donc, c'est un peu plus divisé comme vote dans le 18-34. Non, mais le 18-34, il ne vote pas.
Ouais, c'est Ouais, ça exactement. Ça, c'est vrai, ça. C'est pour ça. Non, mais tu as raison, Vincent. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on voit les sondages, souvent, on voit du défaut. J'ai même vu certains sondages où on mettait QS à 18. Finalement, le jour des élections, c'est très rare que ça fait mieux que 12. Pour la raison que tu viens de mentionner, je pense. Oui, puis non seulement ça, mais je vais être cruel avec les jeunes électeurs. Quand tu regardes les tests de connaissances par âge sur des faits juste de citoyenneté, là, pas des éléments de profondeur analytique, qui est ton député, qui est le premier ministre, blablabla, bla. Les taux d'erreur dans les réponses sont généralement, là je me base surtout sur les États-Unis là, pour dire ça, par contre, je n'ai pas de données spécifiques au Québec, mais les taux d'erreur sur les faits lorsqu'ils votent, les plus jeunes font beaucoup, beaucoup plus d'erreurs dans les faits que les plus vieux. Votant sa satisfaction du gouvernement, là, le 55 ans et plus, c'est 83% satisfait. Oui, mais c'est facile à comprendre. C'est eux qui bénéficient des lockdowns. 18-34, 58% satisfait. Combien? Le 18-34 est à 58% satisfait. OK, mais ça fait du sens avec qui paye la facture des mesures de confinement et qui en retire les bénéfices. Mais pour vrai, la seule raison que la CAQ tient ensemble, là, c'est que les gens qui sont à l'intérieur de la CAQ se détestent moins qu'ils détestent leurs adversaires. Mais comment tu peux avoir des anciens péquistes, des anciens adéquistes, des anciens libéraux qui, pendant 20 ans, se sont fait bataille? Et là, ils sont ensemble, puis on va tous prétendre qu'on est une famille, mais la seule raison qu'on est ensemble, c'est parce que l'autre bord est, selon nous, encore pire. Tu sais, je veux dire, au final, tu as quand même sur les mêmes bancs un ancien ministre péquiste, Jean-François Simard, avec Yuri Chassin de l'Institut économique de Montréal. Comment tu peux dire que c'est une coalition qui a une forme de profondeur intellectuelle? Le dénominateur commun, c'est un nationalisme. Et la réalité, c'est qu'à l'exception du PQ, les autres partis ne mettent pas le nationalisme très, très haut dans leurs ordres de priorité, même si tu peux techniquement qualifier Québec solidaire de nationaliste. Québec solidaire ne met pas le nationalisme au top de sa ligue. Donc, au final, la minute que le sujet perd un peu de son importance, François Legault va commencer à souffrir. Là. Ouais, mais moi, je pense que c'est plus simple que ça encore. C'est que tu as des gens qui veulent être élus ou qui veulent demeurer élus, puis ils savent que ça s'appelle des guidounes. D'un bord, ils savent que le char, il fonctionne encore, il y a de l'essence dedans, puis de l'autre bord, il y a une Lada 71. Là. Ben, c'est ça qui arrive, là, je veux dire, on l'a vu, mettons, avec, je sais pas, moi, au départ, Gaétan Barrette voulait se présenter pour la CAQ, il l'a fait, il n'a pas été élu. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a senti qu'il y avait un vent possible pour une élection libérale, il est allé avec les libérales. Il n'a pas changé d'idée et de conviction entre-temps. Il a juste changé de parti et de véhicule. Je t'ai dit ça de même, mais la chef des libéraux. Exact. Ben oui, c'est l'ancienne présidente de la CAQ, ben oui. Exactement, puis elle a été candidate sur l'île de Laval et s'était faite rincer sans aucun bon sens. Mais ceci dit, je veux dire, je la trouve pas très impressionnante comme oratrice, mais probablement que de tous les gens... Attends un peu, c'est sûr que tu es fortement biaisé envers Dominique à trip sur Star Wars, buddy. Là. Non, mais ce que j'allais dire, c'est... Ouais, whatever. Dans le fond, c'est juste pour ça qu'il l'aime pas. Non, mais... T'as pas aimé sa démonstration de sabre laser? De tous les chefs de parti, c'est probablement celle qui a le plus de qualifications. Puis ça confirme plein d'articles scientifiques qui montrent que les qualifications fondamentales, éducatives, professionnelles d'un candidat sont un prédicteur de très, très, très mauvaise qualité pour le succès politique. Michael Ignatieff. Effectivement, mais ça, c'est. C'est vrai, c'est plus facile comme. C'est plus facile comme. Le gars, il a un CV long comme je ne sais pas comment, full connaissance, mais le charisme d'une moule marinière. Là. Fait que, c'est ça qui arrive aussi. Le charisme d'une moule marinière. OK, fine. C'est ça. Mais t'en as un qui est bien qualifié. Frank, il va au bat aujourd'hui, puis il bat du 1000. Là. Il n'arrête pas. Frank, là, il fasse fort aujourd'hui. C'est parce qu'il n'a jamais parlé d'habitude. Il est tout le temps de même. Non, je suis bien plus soft que ça d'habitude. T'as mon chef d'Aradji, tu regardes son CV, ça s'en vient très bien garni aussi. Le gars va être probablement
une des têtes dirigeantes du PLQ avant longtemps. Je me rappelle plus, je pense que c'est MBA, si je ne me trompe pas, en économie, finance, quelque chose de même. Puis là, il est en train de faire de quoi en épidémiologie. Tu dis, c'est un gars qui aime étudier clairement. Là. Moi, je ne troche jamais des économistes qui font de la politique. Oh non, je pense pas que c'est économie. C'est vraiment management plus quelque chose de même. OK. Mais un économiste ne devrait jamais faire de la politique. Premièrement, ce sont des atroces politiciens. Puis probablement que parce qu'ils veulent faire de la politique, ce sont aussi des atroces économistes. Oui. Mais je suis d'accord. J'ai rien à redire là-dessus. Je suis amplement d'accord. Ben, habituellement, je veux dire, la politique ne fait pas bon ménage avec à peu près toutes les disciplines, les spécialités que le monde peut avoir, à part peut-être le droit. Là, c'est ça que j'allais dire, à part les avocats. C'est une maîtrise en gestion pharmaceutique. Monsef, il était président des jeunes chambres de commerce. Non, c'est ça. C'est une bonne tête. Là. Gaspillé au Parti libéral. Gaspillé en politique. Gaspillé en politique. Ouais. Gaspillé en politique. Pas juste au Parti libéral. Le Parti libéral n'a pas le monopole sur le gaspillage. Oui, puis en plus, c'est que, tu sais, oui, OK, pendant un certain temps, tu vas en politique, puis tu fais des affaires, tu payes des petits comités, puis OK, fine, là, mais il y a beaucoup de gens que sont comme leur image est comme scrappée à jamais à cause de leur passage en politique. Je me dis tout le temps après, mettons, le reste de ta vie, là, je veux dire, tout le monde se souvient que de ça. Là, puis si c'est la moindre une phrase que tu as dit de travers ou un truc, ça va te coller à même pas. Pire que ça, Frank, j'ai connu un gars qui a été député pour la DQ dans la petite période de 18 mois qui ont été élus, formé l'opposition officielle. J'ai recroisé ce gars-là après. Lui, il était parti comme en sabbatique de sa job, travaillait dans la fonction publique. Il faut que je le fasse. C'est-tu Martin Camiran? Non, ben même si c'était lui, parce je ne que pas. Je sais pas où tu l'aurais croisé à part dans un pénitencier. Non, mais il y avait un poste de cadre avant d'être élu. Donc, il a été élu, il s'est comme mis en sabbatique. Les fonctionnaires peuvent faire ça un certain temps, a perdu ses élections. Retourne dans son emploi, puis avec la sécurité d'emploi, pouvait reprendre exactement le point où il était rendu dans ses échelons, dans tout ça. Ça, l'affaire, c'est qu'il s'est ramassé à gérer un placard avec un téléphone. Puis, on lui a fait le coup de ce qu'on fait à plusieurs personnes. On l'a tabletté. Un gars qui gagnait plus que dans 6 chiffres, qui avait une équipe de gestion, je ne dirais pas quel ministère, évidemment. Puis je l'ai croisé, puis j'ai dit, Caroline, j'ai dit, ça va, man, t'as l'air bronzé, t'as du fun. C'est pas le choix. Moi, je viens puncher le matin, je viens prendre mes messages, puis il n'a jamais sur mon téléphone, puis après ça, on m'en va jouer au golf. Là. Puis j'ai rien à faire. J'ai juste rien à faire. J'ai dit, je suis vraiment tabletté. Il dit, tu verrais ma définition de poste, là, il a dit, ça de langue. Mais j'ai rien à faire. Fait que, ça confirme c'est quoi la beauté de travailler dans le secteur public? Sécurité d'emploi. Tu travailles pas? C'est quelqu'un de compétent qui pouvait continuer à travailler, continuer à être utile, mais la journée que la machine te tablette, tu tombes dans un oubli des plus profonds. Là. Puis, à un moment donné, je pensais à ça. Je dis, combien qu'il y a de gens comme lui, il n'est pas cave, là, tu ne lâches pas ta job dans un contexte comme celui-là, tu es payé dans 6 chiffres à rien faire. Le fonds de pension continue à s'accumuler et tout ça. Puis là, tu es là, tu te dis, je l'adore, c'est un super gars, il est super fin et tout ça. Mais vous êtes combien dans la machine comme ça? Caché quelque part avec des titres un peu louches d'emploi, puis finalement, tu gères un garde-robe. Tu as le scénario inverse aussi, Yann, où des gens qui ont été ministres ou députés il y a très longtemps, puis qu'on dirait que depuis ce temps-là, ils sont toujours dans 52 comités. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un truc, je n'aimerais pas de nom, là, mais mettons, il y a un truc sur les taxis, mais là, ils arrivent là-dedans, puis il y a une autre affaire sur je ne sais pas trop quoi quelque part. Ils sont toujours comme porte-parole de tout. En gros, tu voulais dire Guy Chevrette, mais tu ne voulais pas le dire. Je te laissais le dire. Non, mais c'est correct. Je voulais juste savoir c'était quoi ma job ici. Non, mais il n'y a pas juste lui. Là, c'est un peu un genre d'André Boisclair aussi. Là, ils sont toujours quelque part. Là, je ne sais pas comment ça va en ce moment. Je pense que ça va pas super bien. Lui son dernier ministère qu'il a visité, de ce que je comprends, c'est le ministère de la Justice. Oui, tu comprends ce que je veux dire. Il y en a beaucoup. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais politique, je ne pouvais pas manquer la chance de faire une craque à l'égard des déboires. Si au moins on créait si au moins on créait le ministère de l'inutilité, qu'on mettrait ça vraiment évident. Toutes les tablettés un bord puis de l'autre, tu les envoies là, tu les mets sur
front, là, voici le ministère, il y a tant d'employés là-dedans. On ne met pas les noms des gens parce que c'est chiant, mais il y a tant d'employés là-dedans. Ils sont réellement tablettés, on ne sait pas quoi faire avec. Si quelqu'un veut les engager, by the way, lâchez-vous là. Ça va nous faire plaisir de les libérer. Mais on est pogné avec eux autres à cause de la sécurité d'emploi. Il y en a-tu 10? Il y en a-tu 100? Il y en a-tu 1000? Moi, je pense qu'il y en a plus que 1000, honnêtement. Là. Le chiffre doit être plus proche de 10 000 dans la machine au complet. Il y a combien de fonctionnaires au Québec? Écoute, quand tu mets toutes les machines ensemble, au public et parapublic, on est autour de 600 000, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le chiffre. OK, t'es en forme cette semaine. Ça vaut cher un micro de main. Arrange-toi pas pour que je crache mon café dedans là, en me faisant oh là là. Hey, après je suis vraiment dans le préjugé aujourd'hui. Ben oui, c'est ça qui arrive, c'est que tu n'es pas généreux aujourd'hui. C'est pas dans tes Non, habitudes. Vraiment pas. Faudrait que j'arrête ça. La pénurie de main-d'œuvre est facile à régler. Il y en a du monde disponible. Ben, sur une note sérieuse, il y a un article scientifique qu'il faut que je finisse d'écrire dans lequel je souligne que le secteur public, en fait, est une taxe contre-cyclique dans le sens que, pro-cyclique, excuse-moi, le taux de taxation qui impose sur la société augmente quand il y a des récessions. Puis la raison, c'est que quand tu compares toutes choses étant égales par ailleurs, des gens dans le secteur public à des gens dans le secteur privé, avant même de tenir compte pour la sécurité d'emploi, donc tu fais une régression, tu essaies de voir le nombre d'années d'expérience, le dernier diplôme atteint, le genre, le statut marital, peu importe les éléments qui déterminent la rémunération d'une personne, tu vois que un travailleur du secteur public, toutes choses étant égales par ailleurs, généralement obtient entre 8 et 11% plus au Québec que la personne identique dans le secteur privé. Ben, le classique, ce serait Vincent, j'imagine, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est dans le commerce au détail dans une entreprise moyenne au Québec versus la personne qui travaille comme commis à SAQ. Là. Exactement. Mais l'affaire, c'est que cette prime salariale qui existe, c'est un montant fixe par personne que ça implique. Dans une récession, ce qui se passe, c'est que ce montant-là reste, ce montant qui est un montant, tu peux les considérer comme l'équivalent d'une taxe d'assises, reste le même, alors que l'économie se contracte. Donc, le fardeau de cette taxe-là augmente pendant des récessions. Donc, la taille du secteur public est une taxe pro-cyclique, dans le sens que c'est plus lourd de porter le secteur public pendant une récession que pendant des périodes d'expansion. Ça, c'est vraiment un élément que les gens n'ont pas tendance à souligner. Et juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, le pro-cyclique. Mettons, peux-tu le définir brièvement? Ça voudrait dire que tu amplifies les effets du cycle d'affaires. C'est-à-dire que quand il y a une récession, tu augmentes le fardeau de la taxe. Quand il y a une expansion, tu réduis le fardeau de la taxe. Alors que techniquement, tu devrais faire l'inverse. Oui, c'est ça. Tu devrais minimiser les fluctuations en disant, OK, d'accord, il y a une récession. À ce point-ci, bien, il faudrait peut-être réduire les salaires dans le secteur public un tout petit peu ou ajuster ou libérer des ressources pour le secteur privé. Là, c'est un sujet à débat. Il y a plusieurs éléments de théorie qui frappent en même temps. Mais juste le fait que sans même regarder la sécurité d'emploi, sans même regarder avec les bénéfices de compensation totale comme le REGOP qui existe au Québec. Veux-tu que je te parle un peu du REGOP pour le fun? Tu sais, nous autres, dans notre métier, il y a des gens qui ont des fonds de pension de l'État qui ont démissionné récemment ou qui ont démissionné il y a longtemps, mais qui n'ont jamais fait le transfert. Puis là, ils parlent aux conseillers et ils disent, tu savais que tu pouvais transférer ton fonds de pension puis prendre contrôle toi-même. Les montants, là, ces temps-ci de transfert sont gigantesques. Puis la raison, c'est simple, c'est que quand on arrive et on détermine une valeur de transfert pour un REGOP, puis toute forme de régime de prestation déterminé, la loi est vraiment faite d'une manière bizarre. On sait que l'argent est placé par la CDPQ, donc la Caisse de dépôt et placement, puis ils vont viser avec un portefeuille quand même assez risqué à faire quelque chose comme 5 à 8 de rendement, là, tout dépendant de... Donc la moyenne du marché à peu près. Oui, quelque chose de même. Puis ils vont avoir peut-être un 30-40 d'obligations. Ils vont avoir quand même des titres assez agressifs. Par contre, quand on fait une évaluation actuarielle de combien vaut un fonds de pension,
La loi est faite ainsi. On dit ce qu'on doit calculer, c'est quelle est la valeur de ce qu'on t'a promis, combien il faut que je mette d'argent aujourd'hui dans le pot pour qu'on soit capable de remplir notre promesse pour le restant de tes jours. Fait que, oui, on utilise la table de mortalité, on va utiliser des hypothèses d'inflation, des hypothèses d'augmentation des salaires, des choses comme ça. Mais l'hypothèse la plus importante, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qu'on utilise, c'est un taux d'intérêt sans risque dans le calcul. Parce qu'on dit que le fonds en prestation déterminée était une prestation garantie pour la personne. Donc, pour faire le calcul actuariel, on doit utiliser un taux d'intérêt sans risque. Tu comprends qu'avec les taux d'obligation vraiment faibles, on tourne en bas de 2 dans les taux d'intérêt qui sont utilisés dans le calcul. Comme c'est une valeur actuarielle, une valeur actualisée, ben, quand tu baisses le taux d'intérêt, ça l'augmente le calcul de la valeur. C'est sûr que les gens qui veulent racheter des années de service, qui ont été en maternité, par exemple, quelque chose de même, ben, ils trouvent des fois que ça coûte cher acheter une année de service. Mais l'effet inverse, c'est quand tu veux quitter puis partir avec ton fonds de pension, ça fait que ça booste énormément la valeur que tu vas avoir. Nous autres, dans le business, à toutes les fois qu'on transfère un fonds de pension, on le met tout le temps dans un... Mais juste pour clarifier, là, parce que c'est rare que je gère avec des affaires de retraite, quand tu fais ton rachat tu fais ton transfert, c'est ce que tu rachètes, c'est tes cotisations que tu as déjà versées. Non. C'est que les gens pensent ça parce que quand tu parles aux gens, les relevés sont vraiment pas clairs. Eux autres, ce qu'ils ont décrit sur leur relevé, c'est les cotisations qu'ils ont versées, effectivement. Par contre, quand tu rachètes et tu t'en vas, eux autres, ce qu'ils disent, c'est vraiment une évaluation actuarielle. Ils disent, OK, tu as tant d'années de service avec tel niveau de salaire, ben voici quel est le passif actuariel qui est lié à ta rente, à toi. OK, donc ça, c'est comme si tu disais, maintenant, tu as 55 ans, tu devrais travailler jusqu'à 65, il reste 10 années à avoir. C'est quoi la valeur présente de ça si tu arrêtais de travailler maintenant, puis nous, on te le transfère comme ça en valeur présente? Exactement. Que tu aurais reçu à partir de 65 ans. Le montant que tu aurais reçu à partir de 65 ans. Okay, regarde, je vais rendre ça tangible. Là. Je n'irai pas tout de suite avec le plus spectaculaire de notre gang, là, mais j'ai quelqu'un ici, Régop. OK? C'est vraiment un employé de la fonction publique. Régop. 20 ans de service. La personne a 49 ans. On lui a promis une rente de 23 000 lorsqu'elle va avoir atteint son 35 ans de service ou 55 ans. Encore une fois, je pensais qu'avec le Régop, tu avais la moyenne de tes 5 meilleures années. Oui. Son 23 000, c'est sur la base de ses 5 meilleures années. 5 meilleures années quand elle a quitté là, à 49 ans. OK, je comprends. Fait que c'est vraiment ça la rente qu'on lui a promis. Fait que 20 ans de service, ça fait à peu près 40 du montant des 5 meilleures années. Fait que c'est ça qui donne 23 000. Fait qu'on parle d'un employé qui devait gagner aux alentours de 45-50 000 à peu près là, quand il a travaillé dans la fonction publique. C'est pas des gros salaires, 45-50 000. Là. On s'entend. La valeur de transfert qu'on lui a offert cette année, en 2021, 405 000 $. Ça, c'est ça, elle déplace dans son propre fonds à elle ou à son nouvel employeur? Ça, c'est. Écoute, ça, c'est tout. Comme je suis conseiller financier, dans le fond, ben, c'est chez nous. Là. Fait que c'est tous des transferts qui sont venus chez nous. Okay. Mais si elle avait eu un nouvel employeur, elle aurait pu le transférer aussi chez le nouvel employeur. Okay. Mais les gens, souvent, ils préfèrent en prendre contrôle parce que ça, c'est l'aspect quantitatif, le monnaie. Fait que, tu disais, un peu, là, on m'a promis une rente de 23 000 $, mais quand je fais le calcul actuariel, aujourd'hui, ça me donne 405 000 parce que les taux d'intérêt qu'on utilise, ce n'est pas ce que la Caisse de dépôt et placement du Québec aurait fait. C'est un taux d'intérêt très conservateur. Elle promettre 23 000 par année à partir de 65 ans. Oui. Exact. Ben, de 55, 60, 65, ça dépend tout le temps. Là, mais eux autres, c'est 23 000 par année à vie. Elle a reçu une valeur de transfert de 405 000 $. Un facteur, c'est ridicule. C'est ridicule parce que si elle vit 20 ans encore, sans même ajuster pour l'inflation ou ajuster pour le taux d'intérêt, la valeur sur 20 ans qu'ils vont lui transférer, encore une fois, je n'ai pas encore checké pour la valeur présente, c'est plus que le 405 000, c'est plus que le montant, là. Oui, mais ce qui arrive aussi, c'est qu'elle a 49 ans. Fait que la prestation est juste payable dans quelques années. Il y a des taux d'intérêt et tout ça. Non, je comprends, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est avantageux. Il donne plus que ce que ça vaut avant la valeur. Parce que la valeur présente devrait réduire la valeur qu'elle reçoit maintenant du stream futur, là.
Ouais, mais, non, mais quand tu fais le transfert, tu ne reçois plus rien après. Là. On s'entend. Là. Tu pars avec ton argent puis tu n'es plus sur le régop. Non, je le sais, mais le stream de revenus qu'elle aurait eu si elle avait vécu 20 ans après sa retraite, sa vie 20 ans après sa retraite, ça vaut plus que la valeur. J'ai même pas encore fait la valeur présente. Ça veut dire que c'est un gros. Sur quelle base il calcule ça? Parce que même si tu fais la valeur présente, Vincent, tu utilises un taux d'intérêt en bas de 2 %. C'est ça qui ne marche pas. Là. Fait que les gens, ils ont des montants qui sont. Parce que si tu avais un taux d'intérêt de 5 ou 6 % la valeur présente aurait un gros impact. Mais là, comme tu es à 2 %. Non, mais à ce stade-là, c'est carrément à 2 %. C'est pour ceux qui ne voient pas mathématiquement les choses, plus tu augmentes le taux, plus la courbe déplace vite. Là. C'est pas linéaire. Là. C'est gros. Là. C'est presque. Écoute, entre 0 et 2, là, c'est comme autant dire que c'est 0. Oh, oui, right? Exactement. Puis la game, c'est réellement ça. C'est que si tous les employés de l'État, demain matin, démissionnent en même temps, puis demandent toute leur valeur de transfert, on est en faillite. Là. C'est sûr. C'est ça que j'allais dire. Ça fait aucun sens. Parce que même quand on fait l'évaluation actuarielle de si le régime est bien financé, on ne compte pas avec du 2 %, on le compte avec le taux d'intérêt espéré de la Caisse d'impôt et placement du Québec. Fait que les gens ont un grand avantage à transférer leur fonds de pension. Alors, tu veux-tu d'autres exemples? Quelqu'un qui a travaillé 4,1 années, a 37 ans, a donné une rente de 3 300, il a travaillé 4 ans. Tu sais, c'est 8 % de sa paye. Bien, la valeur qu'il a transférée, c'est 45 000 $. Il a travaillé 4 ans au gouvernement, il a été capable de transférer 45 000 $. Ça se place bien, pareil. Ce que tu as dit, ça m'a rappelé une note que l'Institut économique de Montréal avait publiée en 2010 par un actuaire, Pierre Girardin, qui avait estimé, OK, on va présumer que la personne qui travaille dans le secteur public, tout était identique là, avec le travailleur du secteur privé, juste à cause du fait que la personne a la sécurité d'emploi. Donc, juste la valeur de la sécurité d'emploi en régop additionnel, c'est quoi? Parce que tu ne changes pas de job, donc tu peux accumuler plus longtemps, tu as plus de cotisations qui, à toute fin pratique, qui vont dedans. Il arrivait que c'était l'équivalent de, je me sais de me souvenir du chiffre, il faudrait que je retrouve l'étude, je suis en train de la chercher, mais ça arrivait que à toute chose égale par ailleurs, ça valait 70 % du régime moyen, de plus que le régime moyen que le travailleur privé avait. C'est ridicule, là, ce programme-là. C'est pas le pire. Hydro-Québec est encore plus généreux. 30 ans de service, 53 ans, rente promise de 43 000, avec un monteur de ligne là, qui fait un peu en haut de 100 000. Valeur de transfert, 1,4 million. C'est spectaculaire. Là. Attends. Pour combien d'années de service? 30 ans de service. Valeur de transfert de 1 million, c'est après sa retraite quand? 1,4 million. Oui, mais après sa retraite, combien d'années du 65? Ben, il demande son transfert là à 53 ans. Tu me niaises. Je te niaise pas. Mais non, mais à ce stade-là, ils utilisent un taux d'intérêt négatif. C'est quoi comment il valait le même fonds de pension l'année d'avant? Parce que Hydro-Québec ont l'information divulguée, eux autres, sur leur taux. C'est quelque chose que le REGOP a arrêté de faire. Cette valeur-là n'est plus calculée sur les relevés du REGOP. Je pense que le fédéral a arrêté de la divulguer aussi, mais Hydro-Québec, c'est toujours divulgué. Le 1,4 million en 2021, l'année passée, la seule chose qui s'est passée entre les deux, c'est qu'il y a eu une année de service de plus. Il a vieilli d'1 an, mais les taux d'intérêt ont baissé dans l'année. Ben, l'année passée, cette valeur-là était en bas d'1 million. Fait que 1,1 million, excuse. Fait que ça a augmenté d'au-dessus de 300 000 en 1 an, la valeur de son fonds de pension. C'est malade. Écoute, c'est sûr que les gouvernements ont même... Mais je ne comprends pas pourquoi. Il doit avoir un fonctionnaire ou un actuaire qui est capable d'expliquer c'est quoi la justification qui est donnée pour utiliser un taux d'intérêt sans risque. La loi. Parce que je comprends que c'est la loi. Oui, mais il y a quelqu'un qui... Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de trouver une justification défendable. J'essaie d'être généreux. Là. Il doit avoir une sorte de justification qui il y a quelqu'un qui a pensé à ça. C'est des lois qui ont été écrites dans les années 80 où est-ce que des taux d'intérêt sans risque, c'était du 10, du 12 %. Là. Mais ces lois-là n'ont pas été mises à jour. La seule chose qui a été mise à jour un peu, c'est que
une valeur de transfert de 1,4 million, il y a été une époque que tu aurais pu tout mettre ça dans tes REER. Maintenant, ils disent, écoute, quand on regarde les facteurs d'équivalence que tu as utilisés dans le passé pour obtenir ce fonds de pension-là, c'est démesuré. Fait que c'est pas vrai que tu vas tout mettre ça dans ton REER. Le transfert va se faire, le 1,4 million, par exemple, de transfert, ça fait de la façon suivante. On envoie 900 000 qui est considéré comme un revenu imposable dans l'année du transfert et 500 000 qui peut être transféré dans un REER. Fait que c'est quand même assez spectaculaire. Là. Cette personne-là, quand elle va demander son transfert, là, elle va avoir un revenu imposable de 1 million de dollars cette année-là, là. Carrément. Là. Mais ça reste quand même... Un peu weird, là. C'est très weird. Mais ça reste que... moi, ça, c'est un dossier que je suis en train de faire. Là. Je vais rencontrer la personne bientôt. Ça reste que je pense que naturellement, elle va pencher vers le transfert. Puis, parce que justement, le calcul se fait avec un taux d'intérêt qui est démesuré. Puis ça, c'est tout l'aspect quantitatif. Si on ajoute l'aspect qualitatif à ça, les gens, ils veulent encore plus leur transfert généralement parce que quand tu es dans le fonds de pension en prestation déterminée, tout le monde voit ça comme la 8e merveille du monde, là, mais il y a une passe que les gens oublient. Le patrimoine n'est pas si bien protégé, dans le sens que, mettons qu'on prend la rente de monsieur d'1,4 million, s'il meurt demain matin, il y a la moitié de sa rente qui est versée à sa conjointe. Fait que déjà là, ce qui valait 1,4 vaut peut-être plus quelque chose comme 700 000 ou à peu près. Puis éventuellement, dans le cas de décès prématuré de sa conjointe aussi, la seule clause qui existe en termes de remboursement, c'est on s'assure qu'on lui a remboursé ses cotisations. Mais tu comprends qu'il n'a pas cotisé 1,4 million. Les cotisations, c'est un montant assez faible. Fait qu'en bout de ligne, souvent, ça arrive qu'on ne transfère rien dans le patrimoine de ces fonds de pension-là qui sont assez spectaculaires dans le cas de décès prématuré. Par contre, si la personne reprend contrôle de ces choses puis le place elle-même, ben, le REER peut être complètement roulé à la conjointe avec le testament. Puis quand le deuxième décès arrive, ben, ça peut être transféré aux enfants avec un impôt qui est payé au décès de la personne qui possédait le REER parce qu'on est réputé avoir tout sorti le REER d'un seul coup l'année de son décès. Ça, les gens, ils ne savaient pas. Là, quand vous mourrez, là, le gouvernement vous repasse dessus avec un dernier rapport d'impôt. Puis la plus grosse facture d'impôt que vous avez à payer, c'est qu'on vide vos REER d'un seul coup. Boum. Fait que s'il y avait 500 000 dans le REER. Oui, le 500 000 de tantôt que tu parlais sur le 1,4. Une forte proportion des gens qui gagnent plus que 200 000 dans une année, là, c'est des gens décédés. OK, je veux bien, mais y a pas. Elle commence où la limite pour le maximum des gains admissibles? Parce que là, à un moment donné, je ne peux pas croire que ces chiffres-là sont. Il y a spectaculaire. Aucune. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il me semble que ça veut. C'est parce que si je comprends bien, à un moment donné, il n'y a plus de seuil avec le REGOP aussi. C'est-à-dire que c'est plus que tes cotisations, tes verses, mais les prestations continuent d'augmenter avec ton revenu. Attends, je veux juste être sûr. Parce qu'à cotisation déterminée, à un moment donné, ça capte, right? Je peux pas cotiser. Mon employeur va arrêter de cotiser. Genre, avec la RRQ, par exemple, ça capte à un certain montant la cotisation. Oui, la RRQ, ça capte tôt. Là. Avec le REGOP, ça capte aussi. Mais est-ce qu'il y a un cap, par exemple, sur le revenu admissible? Non. Y a-t-il comme un plafond? Il n'y a aucun cap. Ça veut dire que le gars qui travaille, par exemple, le PDG de la Caisse de dépôt et de placement, lui, il a, disons, je ne sais pas combien est-ce qu'il fait, le PDG de la Caisse de dépôt et de placement. Ben, eux autres, je pense qu'ils ont des ententes séparées. Là, je parle un peu au travers de mon chapeau, là, mais je ne suis pas sûr qu'ils sont nécessairement dans les régimes de retraite. Je pense qu'ils sont plus à contrat parce qu'ils vont avoir des parachutes dorés, par exemple, dans leur contrat ou des choses comme ça. Ouais, OK, d'accord, fine. Fait que c'est plus des cas d'exception, mais tu as peut-être raison, peut-être qu'ils sont carrément mis dans ces régimes-là. Mais les juges, par exemple, c'est sûr qu'ils ont un régime du genre. Puis les juges peuvent gagner quand même cher. C'est ridiculement généreux, là. C'est une des raisons pourquoi le gouvernement est quand même assez content que les médecins ne soient pas des employés de l'État, là, parce qu'on s'entend que c'est des gros salaires. Ça exploserait, ça serait ridicule. Il y a ça qui. Fait que demain matin, tous les employés démissionnent à cause de cette règle-là. Je te jure, on est en faillite pour de vrai. Là. Puis les conseillers financiers. Pas juste sont, tout, sont d'après moi, juste une partie. Oui, bien, exactement. Nous autres. Mettons 20% d'après moi. Mais vraiment, mais ça, je pense que c'est un des domaines dans l'économie dans lequel je suis le moins formé. Toutes les questions des régimes de retraite, tout simplement parce que les périodes que j'étudie n'ont pas nécessité que j'investisse beaucoup dans la compréhension de faire des fonds de retraite au-delà de ce que les gens font de manière... L'espérance de vie ne le justifiait pas, on s'entend. Non, mais même quand je le fais pour les périodes genre
milieu du 20e siècle, les régimes de pension sont des régimes généralement privés. Donc, tu n'as pas de collectivisation des risques au-delà de ce que les assureurs font à toute fin pratique. Oui, parce que les gens, il faut que tu te rappelles une des statistiques que j'ai toujours trouvée impressionnante. Quand on met en place la RRQ, qui est 1966 sous le SAGE, si je ne me trompe pas, l'espérance de vie moyenne d'un homme de 65 ans, c'est 2 ans. En fait, tu donnes le goût de regarder. Quand on a mis en place ces régimes-là, l'espérance de vie était très, 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 très faible. On n'était pas. Aujourd'hui, un homme, c'est quoi? C'est 80, je pense? Un homme de 65 ans va avoir un petit peu plus que 40 de chances de se rendre à 90. Une femme va avoir plus que 50 de chances de se rendre à 90. Fait que, on parle beaucoup d'espérance de vie, mais l'espérance, c'est quand même une moyenne. On oublie des fois que ce qui est plus important, c'est la probabilité de se rendre à un certain âge. Se rendre à 90 ans. Les gens disent « Ah, moi, ça ne vit pas vieux dans ma famille. » Oui, mais on est quasiment sûr de tout à se rendre à 90 aujourd'hui. C'est quand même assez spectaculaire. Probabilité de décès d'un homme de 95 ans, par exemple, c'est 50 dans une année. Il y a 50 de chances de ne pas finir l'année. Mais la probabilité de décès d'un homme de 65 ans, c'est autour de 1 Écoute, regarde, je suis espérance de vie à la naissance au Québec. En 1960, c'est pour les femmes. Excuse-moi, je regarde pour les hommes. Là. Pour les hommes, c'était 67 à la naissance, l'espérance de vie. Fait que l'espérance de vie à 65 ans devait être plus autour de 70 à ce moment-là. Fait qu'il devait vivre 5-6 ans à peu près. Puis, c'est ça. Quand tu regardes espérance de vie, quand tu arrives à 65, pour les gens, là, il y a une raison, c'est que l'espérance de vie à la naissance, ça ne veut pas dire grand-chose pour l'espérance de vie quand tu atteins un certain point. Ouais. Surtout si tu as un paquet de jeunes qui meurent super jeunes. En fait, il y a des longues périodes dans l'histoire humaine dans lesquelles l'espérance de vie à la naissance n'arrête pas d'augmenter. Mais quand tu regardes l'espérance de vie à 50 ou 65 ans, il n'y a aucune augmentation, ça reste stable. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que l'espérance de vie augmente par le fait que les enfants arrêtent de mourir. L'augmentation de l'espérance de vie à 65 ans, c'est depuis les années 70 au Québec. Je regarde, j'ai le graphique devant moi de l'Institut de la statistique du Québec. Tu regardes l'espérance de vie à 65 ans selon le sexe. Les hommes, c'est quand tu te rendais à 65 ans, tu pouvais espérer vivre entre 13 et 12 ans à peu près. Puis c'est une ligne pas mal plate jusqu'à 1976. Fait que ça, tu te rends à peu près un petit peu en bas de 80. Puis c'est depuis les années 70 que ça a augmenté de, disons, 13 à... Là, le dernier que j'ai, c'est 2002, là, que j'ai sur le graphique que j'ai trouvé. Tu pouvais vivre 16,75 ans. OK, j'étais un peu dans le champ dans mes affaires. C'était l'espérance de vie à naissance qui était à 67, 68. Oui, mais ça ne change pas grand-chose. C'est quand même assez exceptionnel que ces programmes-là, quand ils ont passé, il y avait une présomption que tu n'allais pas vivre un paquet d'années. La valeur actualisée de la différence entre 13, mettons, okay, on va y aller, disons que c'est 13 par année que tu avais dans les années 60 versus 16,75 maintenant, puis c'est probablement plus, disons 17. Cette différence-là de 4 années, tu le mets au taux de. Parce que tu reçois la valeur future de 4 années, mettons. Hey, c'est gros, ça, 4 années de ces promesses-là, fois le nombre de gens de 65 ans et plus, qui, en proportion de la population, soit dit en passant, augmente aussi. C'est pas que cette population-là vit plus longtemps seulement, c'est qu'elle vit plus longtemps, elle est plus importante comme population relativement aux autres groupes. C'est pour ça que ce que j'allais dire, c'est que ça me fait un peu chier de ne pas être aussi connaissant sur la théorie derrière les régimes de retraite, puis tout ça, parce que ça fit exactement avec les trucs comme on parle avec la gestion de l'offre dans le lait ou le taxi. C'est que c'est des promesses que tu as faites à des gens. Les gens ont fait des plans autour de ça. Non, vraiment. Et puis, tu ne peux pas abolir le régime, tu ne peux pas faire de réformes sans faire massivement mal. Écoute, les gens du secteur privé... Des gens qui ont joué de bonne foi. Là. Bon, oui, exactement. Ouais. Parce que les gens du secteur privé, c'est pas tout le monde qui y arrive, mais tout le monde a à peu près comme objectif de prendre sa retraite sans hypothèque. Tout le monde essaie de finir de payer sa maison. Puis, comme je dis, il n'y a pas tout le monde qui y arrive. C'est pas tout le monde qui gère bien. Ça va être de moins en moins le cas, en passant. Mais le mindset général, c'est de payer sa maison avant sa retraite. Quand tu parles à des gens qui sont dans la fonction publique, avoir une hypothèque, pour eux, même à la retraite,
c'est pas grave. Parce que le chèque Fleur-de-Lysée va rentrer pareil. Oui. Il y en a qui s'achètent des maisons, ils ont 55 ans. Tu sais, que ce soit le ministère de l'Environnement qui te paye ou ben non, que ce soit Retraite Québec, ça ne change pas grand-chose dans leur tête. Il y a une fleur de lys sur le chèque. C'est viable. C'est sûr Mais que ça va pensez-vous que puis ça, c'est un sujet qui est parlé à beaucoup de places dans le monde depuis longtemps. Moi, je me souviens d'avoir entendu des débats sur des plateaux de télé français il y a genre 10 ans de ça, dans le temps de Sarkozy. Puis on parlait du fait que ça allait être inévitable de repousser l'âge de la retraite. Eux autres, ils parlaient, je pense, de mettre ça à 68 en France. La pire catastrophe qu'on a vécue au Canada, c'est quand Justin Trudeau a défait ce que Stephen Harper avait fait pour la retraite de la sécurité de la vieillesse, qui est un pay-as-you-go, by the way, qui n'est pas un régime préfinancé comme la RRQ ou la RPC. Ouais. Harper avait payé un coût politique d'amener la retraite de 65 à 67 ans. Ben, Christy Trudeau a tout défait ça. Le coût politique avait déjà été payé par quelqu'un. Normalement, il aurait dû juste dire « Merci Stephen, on ne revient plus en arrière puis on ne touche plus à ça. » Mais d'avoir défait ça, ça veut dire qu'il y a un autre politicien quelque part qui va devoir payer un coût politique d'augmenter cet âge de la retraite-là. Parce que oui, effectivement, si l'espérance de vie conditionnelle à 65 ans, comme Vincent parlait, a augmenté de 4 ans dans les dernières années, ben, c'est normal que l'âge de la retraite augmente aussi, parce que sinon, ça met de la pression sur le régime. Parce que l'âge, dans le fond, parce que le pourcentage de temps dans ta vie que tu vas être à la retraite, dans le fond, que tu ne feras plus partie de la population active, dans le fond, il s'étire constamment. C'est ça qu'on comprend. Yep. Donc, forcément, à un moment donné... Non seulement ça, mais il faut... le seul facteur contrebalancement qui se fait, c'est que les gens rentrent aussi plus tard maintenant sur le marché du travail. Donc, au lieu d'avoir quelqu'un qui se met à travailler, par exemple, au ministère de X à 22 ans, ce que tu pouvais avoir, disons, dans les années 50, 60, même avant ça. maintenant, ou même avant ça, là, tu as des gens qui se mettent à travailler dans tel ou tel ministère, mais ils ont 30, 35 ans. Donc, au minimum, tu t'épargnes un petit peu de l'autre côté. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand Yann parlait, j'ai checké 2 choses. La première, c'est que j'ai voulu regarder la différence de cotisation. Donc, à toute fin pratique, on va y aller avec le taux d'épargne travailleurs du secteur public, travailleurs du secteur privé. La raison que je check ça, c'est parce que je veux voir c'est quoi l'épargne totale, plus ou moins ballpark, pour voir s'il y a plus d'épargne chez les travailleurs du secteur public que du secteur privé. Il y en a beaucoup plus sur les publics. C'est ça. Beaucoup plus au public. Parce que, écoute, tu prends 2 employés qui gagnent 50 000, privé et public, là. Celui qui gagne 50 000 au privé, il a un plus gros char, une plus grosse maison, puis sa blonde... Oh, non, attends. Là, tu parles de richesse. Là, tu parles de richesse. T'as manqué la joke, man. T'as manqué... Oui, je le sais, mais on est sérieux, là. Il y avait un punch, on est sérieux, là. On est sérieux. Pour une fois, tu sais. Pour une fois qu'on est sérieux. Mais quand tu regardes... tu me fais fâcher. Quand tu regardes les taux d'épargne, donc, pas la richesse accumulée, là, parce que si tu as la sécurité d'emploi, tu vas pouvoir avoir accumulé plus longtemps. Donc, pas ce que tu as mis à accumuler, mais ce que tu mets de côté chaque année. En moyenne, les travailleurs du secteur privé mettent beaucoup moins. Puis ici, ça a l'air d'être presque du 2-pour-1 dans le graphique que j'ai devant moi. La cotisation Régop, Vincent, c'est rendu un petit peu en haut de 11 %. Puis ça, c'est la portion employée seulement. Il faut que tu fasses x2. Le nombre de travailleurs du privé qui ont leur fonds d'épargne avec leur fonds de placement avec l'employeur, je serais surpris que ça soit plus qu'un tiers. Je ne serais pas surpris que ça soit un quart. Ceux-là qui ont le fonds de pension, ce qu'on voit vraiment le plus fréquent, c'est un CD avec 4 Oui, cotisation. Mais en pourcentage des travailleurs du privé qui ont des fonds que leur employeur fournit, la plupart n'ont pas. Je suis prêt à parier que c'est à peu près un tiers, peut-être beaucoup moins. La plupart des gens vont faire leur épargne eux-mêmes. Puis là, la chose que j'ai été regarder, c'est que je voulais voir s'il y avait quelqu'un qui avait fait un article scientifique sur l'incidence de la rente publique. Donc, c'est quoi l'effet de l'État qui donne des pensions très généreuses à ses travailleurs sur l'épargne privée? Parce qu'au final, si tu dois taxer une personne davantage, étant donné sa propension marginale à vouloir épargner ou consommer, parce qu'un est le miroir de l'autre, ce que tu es en train de faire, c'est que tu réduis sa capacité à épargner. Bien, l'ironie de la chose, c'est qu'il y a un article que j'ai trouvé dans l'Actualité économique, qui est le journal de sciences économiques québécois. Pas un très grand journal en termes de connaissances, de
de connaissances internationales, mais c'est un journal qui publie souvent des articles spécifiques au Québec, mais qui reflètent ce qui se passe dans le reste de la profession. Donc, quand même un bon journal qui est plaisant à lire. Ben, j'ai un article devant moi de 1978 qui s'appelle L'incidence de la rente publique sur l'épargne privée, un survol de la littérature théorique et empirique. Et ce n'est pas le titre qui est intéressant parce que le finding, c'est que la rente publique réduit l'épargne privée, ce qui est assez évident, mais c'est l'auteur qui est intéressant. C'est l'auteur qui est intéressant, puis ça me fait rire un peu. Henri-Paul Rousseau. Pour ceux qui ne savent pas, Henri-Paul Rousseau, c'est l'ancien PDG de la Caisse de dépôt et de placement qui, dans un article scientifique que clairement aucun fonctionnaire a dû avoir lu, c'est que les rentes publiques réduisent les épargnes privées. Non, oui. C'est quand même, il y a quand même, je sais pas si c'est juste moi qui vois l'ironie dans la chose comme ça, mais je trouve ça, c'est une toast de awkward avec du, en fait, la manière de le dire, c'est this is awkward with awkward feeling and awkward coding. Mais tu sais, il s'est passé toutes sortes d'affaires. Malaisant. Il s'est passé toutes sortes d'affaires dans cette histoire-là parce qu'il y a été une époque où est-ce que les gens avaient accès à leur valeur actuarielle. Maintenant, c'est extrêmement difficile d'avoir cette valeur actuarielle-là. Puis on comprend pourquoi. Étant donné la grosseur des montants, les gouvernements ont peur de perdre des employés, tout simplement. Puis, comme je dis, si on démissionne tous demain matin, on va manquer d'argent. Il y a des mythes qui circulent dans la fonction publique. Les gens restent en poste très longtemps pour ne pas perdre leur fonds de pension alors qu'ils ne réalisent même pas qu'ils peuvent partir avec. Et puis, ils ne réalisent même pas qu'ils peuvent partir avec des hypothèses actuarielles vraiment avantageuses en faveur de l'employé. C'est rare vraiment que le gouvernement va être aussi avantageux que ça envers ses employés, puis les gens ne sont même pas au courant que ça existe, cette affaire-là. Moi, je dis tout le temps la même affaire aux gens. Tu ne quittes pas un emploi du réseau public pour le fonds de pension, mais tu ne restes pas en place non plus pour le fonds de pension. Si tu veux changer de job, change de job, c'est tout. Là, à un moment donné, arrête de te faire chier avec ça. Il y a des passes vraiment louches. Puis avec l'État qui est devenu gargantuesque, les politiciens ne sont même pas au courant de ces affaires-là. Soyons honnêtes, 90% des gens à l'Assemblée nationale ne sont pas capables de lire l'article que j'ai devant moi. Non, en fait, c'est sûr. Je suis sûr que le mot incidence, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. La fameuse formule. Attends, mais il faut que je te conte ça parce que tu m'as fait penser à une histoire. J'ai déjà eu à parler à des gens de. Ça, c'est dans le temps de. Je me souviens plus c'était qui, en fait. Je ne suis plus sûr maintenant. Mais en gros, j'avais dit que la vitesse d'accélération changeait. J'expliquais en gros que tu pouvais avoir que l'inflation pouvait diminuer. Mais les gens pensaient que ça veut dire que les prix voulaient baisser, mais non, ça veut juste dire que la vitesse à laquelle les choses augmentent peut ralentir. Mais il y avait quelqu'un qui s'ostinait avec moi pour dire mais non, mais tu ne peux pas avoir de l'accélération qui réduit. C'est drôle, ça. Puis j'étais là comme mais as-tu déjà pensé à ce que ça veut dire? Je vais te raconter le meilleur là-dessus. Même histoire. Mais cette personne-là, je me souviens pertinemment que c'était un politicien. Et puis, c'était un principe de maths de base. C'est maths secondaire 3. Là. Tu roules du point A au point B. Tu augmentes ta vitesse de 20%. Si tu l'augmentes juste de 10%, est-ce que tu avances moins vite ou tu recules? Voyons, Chris. Non, mais Frank, attends un peu. Là, merci, Frank. Mais j'avais cette conversation-là avec un politicien. Fait que quand Yann dit, ces gens-là, qu'ils ne savent pas ce qui se passe, c'est probablement qu'ils ne sont même pas capables de comprendre ces détails-là. Puis regarde, je veux dire, Yann vient de me l'apprendre, puis je fais d'économie de ma vie. Puis ça, c'est un détail que je ne savais pas en tout. Eux autres qui n'ont pas le matériel pour comprendre, puis probablement pas le désir de faire des réformes non plus, parce que c'est toujours le fun de se mettre. Si on avait dit 600 000 fonctionnaires, tu essaieras de mettre 600 000 fonctionnaires dans la rue pour le fun, voir qu'est-ce qui se passe. Surtout qu'après ça, il faut qu'ils en parlent aux nouvelles. Je ne connais personne dans les médias, même dans la section économie, qui sont capables d'expliquer c'est quoi. Sérieusement, là, je suis sûr que si on faisait un test parmi les journalistes, ça serait triste, la réponse, mais tu leur demandais comment tu calcules la valeur présente de quelque chose. Pas besoin de m'écrire l'équation. Juste que tu prends les paiements futurs puis tu les divises par le taux d'intérêt puis le nombre d'années que tu pourrais l'accumuler. Juste ça, là. Juste une idée générale de il faut que tu actualises pour le fait que ça vaut plus
d'avoir tout le cash futur, tu préférerais peut-être l'avoir maintenant. Puis, juste le concept, je suis prêt à te mettre 1000$ que plus de la moitié des journalistes ne comprennent pas ça. Fait imagine 600 000 fonctionnaires dans la rue qui ne sont pas contents de la réforme, qui s'attaquent à ça, avec, après ça, l'explication qui doit être faite par des gens qui ne sont pas capables d'expliquer c'est quoi exactement qui est en jeu. Tu n'en auras pas de réforme, là. J'aurais 3 choses pour vous autres. La première, exactement ce que tu as parlé de l'augmentation de la croissance. Cours de français pour actuaires, Université Laval. On est juste des actuaires dans la salle. Oh non! La dame, elle nous explique c'est quoi un pléonasme. Donc, tu peux pas monter. Quand tu dis un escalier monter en haut, ben, tu descendre en bas. Ça, c'est correct. En bas. Joke plate. Hey, t'es con des fois. Hey, je comprends pas pourquoi il y a juste 6% des gens qui nous écoutent qui sont des fans. Là, t'as Yann qui lâche sa petite craque. Ça, c'est évident. Non, mais cette affaire-là, elle disait justement la croissance qui augmente. Tu peux pas dire ça. Tu es dans une salle remplie d'actuaires. Oui, ça peut augmenter. Là, ouais. Puis là, Nike va au tableau, puis il dit, tu sais, c'est comme la courbe, la dérivée. Puis là, il passe des tableaux mathématiques, tout ça, puis elle comprenait. Je te jure, ça a duré 45 minutes, l'argumentation. C'était malade. Mais techniquement, tu pourrais dire que la croissance s'accélère. Ça serait correct, me semble. Oui, c'est quoi l'augmentation de la croissance, c'est bon. Oui, mais c'est ça, mais elle, dans sa tête, c'était un pléonasme. Elle, dans sa tête, ça voulait dire la croissance croît. Mais même ça, tu peux dire ça aussi? Okay, ça fait bidon comme phrase, là, mais c'est étrange comme phrase, mais c'est techniquement véridique. C'est juste qu'on n'a pas... Des fois, c'est difficile de En fait, ça arrive fréquemment quand tu parles de mathématiques. C'est vraiment difficile de traduire des concepts mathématiques en français. Parce que là, ce qu'on vient de dire, c'est que, tu sais, quand on dit, ta position va être une fonction de la vitesse à laquelle tu as voyagé entre point A et point B. Fait que sur un premier graphique, tu pourrais mettre le total de kilomètres parcourus. Mais après ça, si tu veux dire, à quelle vitesse tu as parcouru tout ça? Fait que toi, tu veux savoir, entre A et B ou entre, disons, un point entre A et B, à quel point tu t'es déplacé vite, tu pourrais avoir eu la même vitesse tout le long. Donc, au final, tu as eu la même vitesse que tu te déplaçais, mais ta vitesse pourrait avoir accéléré. Fait que tu as plusieurs graphiques que tu mets pour montrer. C'est un pas de français, là. Mais je comprends. Je comprends. Vincent, casse pas ta tête. Mais ça devrait être. Il casse pas ta tête. Instinctivement, les gens le savent. Quand tu conduis, tu le sais. Non, tu le sais que tu accélères ou que tu réduis. Quand tu dis « je veux me rendre à Québec plus vite », je ne sais pas pourquoi tu irais à Québec quand tu es à Montréal, là, mais quand tu décides « je veux me rendre à Québec plus vite », non, mais les gens comprennent que quand tu mets le pied sur l'accélérateur, ça le dit dans le nom, c'est un accélérateur. Tu augmentes la vitesse à laquelle tu avances. Ouais, tiers d'olive, quart d'olive, Vincent. Ta vitesse va croître. Vincent, tiers d'olive, quart d'olive. Non, mais regarde, je vais vous donner un meilleur exemple que ça. Je suis à peu près certain que si on fait un sondage, puis on sonde, on prend 1000 Québécois, là, on s'organise avec Brian Brigitte, puis on fait de quoi qui est représentatif, puis on lui pose la question, y a-t-il eu, oui ou non, de l'austérité au Québec entre telle année et telle année? Moi, je pense 7 ou 8 personnes sur 10 répondent oui, alors qu'il n'y en a jamais eu, il y a juste eu un ralentissement de la croissance des dépenses. Oui, mais attends, mais il y en a qui vont dire qui sont conscients du concept mathématique qu'on vient de dire, puis ils vont dire, même réduire la vitesse de croissance des dépenses, c'est de l'austérité. Bon, on les appelle l'IRIS. Mais c'est ça. De bonne foi, ils pourraient dire ça, même si je pense qu'ils ont tort. Le problème de compréhension n'est pas au niveau des mathématiques, il est à un niveau plus profond. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, ce que j'aimerais plus savoir, c'est à quel point ceux qui participent aux discussions politiques divergent du reste de la population dans leur compréhension de concepts mathématiques de base. Et je suis prêt à mettre de l'argent sur la table que la population moyenne... Non, je ne suis pas convaincu.
Parce que les critères sur lesquels tu choisis d'aller en politique, ce n'est pas les mêmes que de ne pas aller. Il y a comme en 40% d'avocats là-dedans, puis, là, quelque chose de même. Oui, mais ça peut être au-delà des avocats. Là, je ne suis pas convaincu que les avocats sont si mauvais que ça en mathématiques, même si j'aime ça dire que les seules choses qu'ils savent faire, c'est additionner et multiplier. Ça ne va pas soustraire et diviser. Mais je dis ça à ma conjointe tout le temps pour l'écœurer. Mais je suis prêt à parier que les caractéristiques qui sont corrélées avec la décision d'aller en politique sont aussi corrélées avec le niveau d'innumératie mathématique en général, alors que les gens, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas en politique comprennent parfaitement les mathématiques, mais je suis convaincu qu'en moyenne, ils comprennent mieux que ceux qui choisissent d'aller en politique parce que dès que tu as une mini-compréhension mathématique, tu valorises un peu comme la cohérence ou le système. Donc, tu es un peu comme une sorte de profil organisateur. Puis, tu es plus rigide, tu es moins flexible. Pour être en politique, il faut vraiment que tu sois flexible et que tu sois prêt à mettre de côté beaucoup de faits et éléments. Puis, je ne peux pas croire que ça, ce n'est pas un élément qui correspond, qui corrèle avec ta compréhension des mathématiques. C'est pour ça que je serais vraiment intéressé de voir si dans la population non politique, il y a une meilleure compréhension des mathématiques que dans la population politique. Je pense que c'est pareil, mais peu importe. 1 900 000 employés de l'État au Québec. Non pas du gouvernement du Québec, mais fédéral, municipal, provincial. Ah, OK. OK, j'étais là, notre 600 000, il était à côté comme faux. 24,1% de la population travailleur, des travailleurs. Un employé sur 4 travaille pour l'État. Le Québec fait combien de pourcentage du Canada en termes de population? Juste pour le 23, 22, 23. Ouais. Genre. OK, donc, OK, le Québec est vraiment champion dans cette catégorie-là. Il y a quelques années, j'avais fait l'équivalent avec les subventions. Le Québec donnait 40% des subventions au Canada, relativement à 22 ou 23% de la population. Mais ce calcul-là date il y a une décennie. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour. Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, 20% de la population travaille pour l'État. Au Québec, c'est 24%. OK, puis c'est combien leur pourcentage de population dans le Canada, les 3 provinces que tu as mentionnées? Ben, je ne sais pas, mais je ne vois pas le lien. De toute façon, c'est parce que ça, ce que ça veut dire. Non, mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en dépit du fait qu'on vaut une plus petite portion de la population canadienne, on a une plus grande proportion de l'emploi total qui est dans le secteur public. Ça veut dire que... Ah non, mais ce n'est pas 24% des Canadiens. C'est 24% des travailleurs québécois travaillent au gouvernement. Non, je comprends. C'est bon. Mais techniquement, si on était en lien avec tout le reste du Canada, si on est 22% de la population canadienne, on devrait s'attendre à ce que toutes choses étant égales par ailleurs, 22% de nos gens ici, si on ressemble exactement au reste du Canada, 22% devraient travailler dans le secteur public. Mais tu es en train de me dire. Ah, t'as un peu, là, t'es mêlé, t'es vraiment solidement mêlé. Là. Non, c'est vraiment important quand mais tout ça est égal par ailleurs. Non, mais l'affaire, c'est que ce que je dis, là, le 24,1%, c'est pas le pourcentage des travailleurs canadiens. C'est le pourcentage des travailleurs québécois qui travaillent dans la fonction publique. Ah, OK. Moi, je pensais que tu me disais. OK, my bad. Tu es en train de me dire que 24% de tous les travailleurs publics au Canada étaient québécois. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça que je disais. OK. Je m'excuse. 24,1% des travailleurs québécois travaillent dans le public. OK. Dans les autres provinces, c'est 20%. C'est quand même beaucoup. C'est 20%. Oui, mais c'est 1 million de personnes. On est 8,5 millions. C'est 1 million de personnes qui travaillent pour l'État. C'est malade. C'est assez surprenant. J'aurais pensé... Écoute, instinctivement, tu m'aurais demandé, j'aurais peut-être dit 20. Parce que la taille de l'État au Québec, c'est en dépenses du PIB, c'est toujours aux environs de 22-23%, le provincial. Ah non, écoute, quand je pense, j'ajoute le municipal aussi, puis le fédéral. Non, écoute, je suis vraiment surpris. J'aurais pensé à un chiffre complètement différent. Non, tu m'as mis sur le cul avec celle-là. Dernière chose que j'avais pour vous autres, c'était, je reviens au fonds de pension, Régop, normalement. 5 meilleures années de service, on calcule ton salaire moyen sur les 5 meilleures années de service, puis on te donne, le calcul se fait à partir de ce montant-là. Donc, 30 ans de service,
60% des 5 meilleures années de service. Fait que toute ta vie, tu as gagné l'équivalent ajusté à l'inflation de 75 000. On prend 75 000, puis on multiplie ça par 60%. Voici la rente qu'on te donne. Les ajustements avec la RAQ et tout ça. Sauf qu'il y a moyen de crosser le système un peu, là. Les promotions de fin de carrière. Si tu arrives avec une promotion de fin de carrière, où est-ce que tu vas aller chercher? Disons que tu as gagné 75 000 toute ta carrière, tu as payé des cotisations toute ta carrière, basé sur un salaire de 75 000, mais qu'à la fin, tu ramasses un poste qui te donne 150 000, puis que tu fais 5 ans dans ce poste-là, ben, tu vas recevoir une rente calculée sur 150 000, pas 75. Mm-hmm. Ben, ça, c'est quelque chose qui met vraiment les régimes de retraite dans le trouble souvent parce que, veux pas, les cotisations n'ont pas été ramassées, n'ont pas été équivalentes à ce qui est octroyé à la personne. Le régime des cadres était basé sur les 3 meilleures années de salaire. Fait en plus, quand les promotions de fin de carrière arrivent, souvent, c'est quand tu es dans le régime des cadres et non pas dans le régime des employés normaux. Il y a toutes sortes de postes un peu louches qui existent dans ma Chine. Puis les politiciens, c'est là que Vincent m'a coupé, les politiciens ne sont pas au courant que ça se passe, ces affaires-là. Mais la machine sait comment récompenser son monde. Donc, quand que Roger arrive proche de la retraite, bien, soudainement, Roger obtient le poste de gestion de ci ou de ça dans son département, qui vient avec une prime de 15, 20, 25 000 $ dans ses patentes. Puis, éventuellement, Roger a une meilleure retraite. Là, quand Roger quitte, bien, il y a quelqu'un d'autre qui va chercher le poste. Parce que c'est tout le temps des gens en fin de carrière qui ramassent le poste. On va voir ça beaucoup dans les universités aussi, beaucoup les responsables des départements puis tout ça. Le but souvent derrière ces postes-là, c'est simplement d'aller chercher une augmentation de fin de carrière. Puis ça, si les politiciens venaient à se rendre compte de ça puis à venir un peu jouer là-dedans en étirant, par exemple, le nombre d'années sur le calcul. Parce qu'à la base, là, nous autres, notre RRQ, c'est basé sur toutes les années de travail que vous avez entre 18 et 65 ans. Puis on enlève les 7 années où vous avez fait moins de revenus. Mais dans le régime du REGOP, c'est pas ça pantoute. Eux autres, c'est les 5 meilleures années. Mais ça permet des crosses qui sont quand même phénoménales. Puis c'est pas juste au Québec, ces affaires-là. Mais juste une question, quand tu parles de promotion, je pensais qu'il y avait l'échelle au Québec où est-ce que tu as comme les R1, les R2, les R3. Non. Non, la plupart des gens, après 13-14 ans, vont atteindre l'échelon maximum de leur job. Oui, mais quand même, il peut avoir une promotion à la dernière minute. Il peut appliquer un poste différent. OK, je comprends. Puis il y a toutes sortes de promotions. Okay, il y a toutes sortes de postes un peu louches de gestion que personne ne veut vraiment faire pour vrai dans la fonction publique, mais que quand tu arrives et tu es dans les 4-5 dernières années de ta job, ça fait bien. C'est plus facile d'être volontaire.